Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Miracle, le nouveau film de Pierre Bernarias. Pour la première fois au cinéma, une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Le linceul de Turin, avec ses 400 000 heures d'analyse, garde toujours ses mystères. Tout comme l'image d'une femme enceinte miraculeusement imprimée sur la tunique d'un jeune Indien du XVIe siècle. Mais aussi une œuvre monumentale de 15 000 pages qui défie tous les records de la littérature mondiale. Pierre Bernarias revient au cinéma avec Miracle. Une investigation captivante. Une seule séance événement le lundi 10 avril. Plus d'infos sur miracle-lefilm.com. Bonjour Corentin Clerc. Bonjour Corentin. Alors vous êtes chef de mission en Arménie pour SOS Chrétiens d'Orient. Alors est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quelle est votre mission spécifique là-bas ? Oui, tout à fait. Moi, je suis parti avec SOS Chrétiens d'Orient en octobre 2020, juste après mon mariage. Je suis parti avec mon épouse. Nous habitons là depuis ce temps-là. Et en tant que chef de mission, mon travail, c'est de structurer les actions de l'association sur le terrain, notamment à travers nos bénévoles. Nous avons reçu depuis 3 ans à peu près 180 bénévoles qui viennent pour une durée de plusieurs mois. Et par qui l'association travaille auprès de toutes les personnes que l'on souhaite aider, donc c'est chrétiens arméniens en ce qui me concerne plus particulièrement. Voilà, donc s'occuper des bénévoles, mais aussi des projets, de la sécurité, de la logistique, de la comptabilité. Bref, il y a un champ très large d'actions à réaliser, mais qui est passionnant. Et puis voilà, c'est la découverte d'un pays qui est quand même qui a une place particulière pour les chrétiens, notamment les chrétiens d'Occident. C'est la première nation à s'être convertie au christianisme officiellement en 301 après Jésus-Christ. Donc pour que nos éditeurs comprennent bien, quand l'Arménie était convertie au christianisme, en France, il y avait quelques ermites, les premiers évêchés apparaissaient. Donc c'est vraiment une nation qui est une grande sœur pour nous dans la foi. Et voilà, donc c'est auprès de ces chrétiens que nous avons été envoyés en mission par SOS Chrétiens d'Orient. Et l'Arménie a une actualité qui est terrible, c'est donc le blocus de l'Artsakh. Ça fait maintenant donc 110 jours aujourd'hui, on en parle très peu dans les médias. Comment ça se passe sur place ? Comment c'est perçu par la population ce blocus ? Oui, vous avez raison de le souligner. Effectivement, l'Arménie est dans une situation très compliquée. Tant la République du Haut-Karabakh, la République d'Artsakh, comme vous le disiez, que la République d'Arménie en elle-même. Alors évidemment, ces deux territoires sont très liés. Ils sont tous les deux peuplés d'Arméniens et jusqu'au début de l'URSS, ces deux territoires étaient unis. C'était le même pays. Cette République du Haut-Karabakh, pour que l'on comprenne bien, c'est un oblast qui a été créé par l'URSS et confié en gestion à l'Azerbaïdjan. Et lorsque l'URSS s'est effondrée, l'Arménie a fait préempter l'histoire pour récupérer ce territoire qui est vraiment historiquement arménien depuis plusieurs millénaires. L'Azerbaïdjan arguant que, à cause des découpages administratifs de l'Azerbaïdjan, il fallait que ce territoire lui revienne. Et de là part le conflit qui sépare ces deux pays depuis 30 ans. La grande nouveauté, c'est que en septembre 2020, le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan lance une offensive majeure pour récupérer ce territoire, donc peuplé à 100% d'Arméniens. L'Azerbaïdjan ne parvient pas à récupérer l'intégralité du territoire, mais récupère néanmoins toutes les zones tampons qui l'entouraient. Et à peu près, en gros, ça représente quand même 80% à peu près de la surface de ce territoire. Et aujourd'hui, il y a une escalade parce que donc cette partie du territoire est de plus en plus militarisée. Donc on peut craindre, il y a des tensions, on sent une tension en Arménie, il peut y avoir une escalade et puis quelque chose qui éclate entre les deux. Alors, région militarisée, oui et non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis la guerre, cette région est reliée à la République d'Arménie par un corridor routier qu'on appelle le corridor de la Chine, du nom de la ville principale qu'il traverse. Et depuis maintenant un peu plus de 100 jours, l'Azerbaïdjan a coupé ce corridor, isolant ainsi complètement et sans doute définitivement la République du Haut-Karabakh de la République d'Arménie. Ce qui fait que les 120 000 Arméniens qui peuplent le Haut-Karabakh sont désormais complètement isolés. Leur sécurité repose uniquement sur les forces d'interposition russes qui ont été déployées grâce à un cessez-le-feu signé entre les deux parties en novembre 2020. Mais les forces d'interposition russes n'entendent pas mener la guerre contre l'Azerbaïdjan et se contentent donc de reculer quand les positions de l'Azerbaïdjan avancent et d'entériner et d'appeler au calme et de favoriser les négociations entre les deux camps. Donc vous imaginez bien que c'est un peu mince comme protection pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Et dans le même temps, l'Arménie, elle aussi, fait l'objet d'une pression de l'Azerbaïdjan, puisqu'en, par exemple, en septembre dernier, en septembre 2022,
l'Azerbaïdjan a massivement attaqué la République d'Arménie elle-même. Là, on parle plus du tout du Haut-Karabakh. A pris une quarantaine de kilomètres carrés. Il y a eu 200 morts en 2 jours. Il y a des villes très importantes qui ont été prises, des bassins hydrographiques, etc. Et personne n'a réagi, enfin la communauté internationale a réagi de manière très faible et a souligné ainsi l'isolement de cette Arménie qui en plus souhaite, dont les autorités semblent souhaiter le départ des Russes, mais sans avoir trouvé d'autres alliés pour assurer leur protection. Même si évidemment le but de tout État c'est de se protéger lui-même, mais en l'occurrence pour les Arméniens ils ont besoin d'alliés. Et donc ils sont alliés avec l'Iran, mais même ça c'est compliqué, c'est-à-dire que l'Iran les soutient de moins en moins et puis la communauté internationale ne les soutient pas. Pourquoi par exemple la France ne soutient pas l'Arménie dans ce combat alors qu'on a des liens profonds, enfin il y a des liens entre les deux, notamment c'est tout le combat notamment de Sylvain Teston, de Jean-Christophe Buisson, mais aussi de Régis Le Sommier, c'est-à-dire de recréer un lien entre la France et l'Arménie. Et aujourd'hui pourquoi c'est si compliqué? Alors, juste parenthèse, pour l'Iran, en ce qui concerne l'Iran que vous avez abordé, les relations entre l'Iran et l'Arménie se renforcent plutôt, notamment parce que depuis la révolution iranienne, les minorités azéries, il y a quand même 15 millions d'Azéris, donc de l'ethnie azérie en Iran, sont en train de s'agiter et certains demandent l'autonomie de leur province, donc ça ne plaît pas du tout aux Iraniens qui au contraire montent le ton contre Bakou, ce qui forcément fait les affaires de l'Arménie. Et d'autant plus que cette frontière arméno-iranienne qui fait 40 km de large est un corridor vital pour l'Iran. C'est la seule frontière au nord du pays qui ne soit pas contrôlée par les Turcs ou les Azéris, et donc indirectement par l'OTAN. Au contraire, le projet azerbaïdjanais de couper l'Arménie en deux pour créer un corridor routier est très mal perçu par l'Iran. En ce qui concerne la France, effectivement, les liens entre la France et l'Arménie sont très anciens. Ils remontent en fait à l'époque des croisades, puisque les croisés arrivant en Terre Sainte rencontrent tout d'abord les Arméniens, les royaumes arméniens de Cilicie sur les bords de la Méditerranée, et certains barons francs épousent des princesses arméniennes. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que le dernier roi d'Arménie était un membre de la famille Lusignan, la grande famille de nobles poitevins. Il est d'ailleurs enterré à Saint-Denis en France. Donc ça illustre cette anecdote combien ces liens sont anciens, et puis en fait ils ont perduré au long des siècles, évidemment par le lien de la chrétienté, mais aussi par des liens culturels, des liens d'amitié forts. Alors évidemment, il y a la personnalité phare de cela, c'est Charles Aznavour. Mais voilà, par exemple, la France a été une des seules nations à accueillir des réfugiés arméniens après le génocide. Elle a même envoyé des bateaux de la Marine nationale pour permettre à ces Arméniens de fuir et de ne pas être massacrés. Les Arméniens en sont très reconnaissants. Et effectivement, pour la France, c'est très important d'être présente dans la région, mais surtout aux côtés des Arméniens qui peuvent vraiment être vus comme une sorte de bastion avancé de l'Europe, qu'il ne faut surtout pas laisser tomber. J'ajouterais d'ailleurs que la situation de la France est parfois un peu inconfortable, notamment à cause du rôle très ambigu joué par la Turquie. Alors en ce qui concerne l'Arménie, il n'est pas ambigu du tout. Ils sont clairement, la politique de la Turquie est clairement d'ouvrir ce corridor routier, et même à terme, on peut le penser, de voir l'Arménie disparaître, en tout cas certaines régions lui être enlevées. Ça c'est une certitude, c'est dit, c'est écrit. Mais je pense que notre relation ambiguë à l'égard de la Turquie nous met dans une situation difficile. Il ne faut pas oublier que la Turquie est membre de l'OTAN, c'est même la deuxième armée de l'OTAN. L'armée turque est beaucoup plus nombreuse et puissante que l'armée française. Enfin, en tout cas, elle est plus nombreuse, c'est une certitude. Et je pense que c'est cette relation ambiguë. Nous sommes alliés, mais en même temps, ils agressent nos navires militaires. Ils veulent rentrer dans l'Union européenne, mais en même temps, ils contestent à la Grèce certaines îles de la Méditerranée. Ils occupent illégalement la moitié de Chypre, etc. Tout ça fait que nous ne savons plus sur quel pied danser face à la Turquie, si nous devons être fermes ou être doux. Et c'est une des raisons, à mon avis, principales qui explique ce silence. Pas ce silence, parce qu'il y a un soutien français, mais en tout cas ce manque d'action à l'encontre de l'Arménie. Mais vous, Corentin Clerc, avec SOS Chrétiens d'Orient, donc vous êtes sur place, vous soutenez donc les chrétiens présents en Arménie. Aujourd'hui, on est vendredi saint. Comment s'est passée cette montée vers Pâques, le carême en Arménie, comment ça se passe ? Alors, le carême, déjà en Arménie, il y a 2 églises arméniennes. Il y a une église arménienne catholique qui représente à peu près 10% des fidèles, entre 5 et 10%, et une église arménienne apostolique qui, elle, est très majoritaire, qui, on va dire, diplomatiquement est proche de l'église orthodoxe, mais ce ne sont pas des orthodoxes. C'est une église qui est autocéphale, donc qui a son propre chef,
et qui existe depuis des temps immémoriaux. La tradition arménienne du carême, je vais surtout vous parler de celui de l'église apostolique, mais les deux carèmes sont très proches en réalité. L'église apostolique, déjà le carême dure 10 jours de plus que le carême catholique, ce qui est quand même assez conséquent, et un carême en Arménie, alors d'un point de vue, on va dire, pratique religieuse, c'est comme ce qu'on peut trouver en France, hein, des offices réguliers, la messe le dimanche. La grande particularité de la liturgie arménienne pendant le carême, c'est que vous avez un grand rideau qui habituellement ferme le chœur à certains moments de la messe, notamment au moment de la préparation des offrandes. Pendant le carême, il est fermé tout le carême. Donc vous entendez seulement les chants de la messe, le prêtre sort pour lire l'évangile et distribuer la communion, et sinon tout se passe derrière le rideau, sachant que ce sont des messes qui durent généralement 2h30, voire plus. Donc voilà, on sent dès le début du carême qu'on est rentré dans une période plus austère de ce point de vue-là. Quant aux habitudes, on va dire plutôt alimentaires, enfin aux habitudes de pénitence, elles sont surtout alimentaires. Et elles sont bien plus difficiles, comme souvent chez les orientaux, que ce que nous pratiquons, nous les latins. Le carême arménien, vous ne mangez pas jusqu'à 17h. Et une fois passé cette heure-là, vous ne pouvez manger que des produits, on va dire, véganes. Donc qui ne soient pas d'origine animale à l'exception des œufs. Ce qui fait que si vous rajoutez à cela 10 jours de plus de carême, vous finissez ce carême avec une certaine perte de poids. Mais c'est vraiment mortifiant. Et voilà, donc c'est vraiment une période de mortification qui est relativement suivie en Arménie. Et après, il y a la montée vers Pâques, où là, vous avez des liturgies magnifiques qui se déploient. Donc, comme je vous disais, une messe du dimanche, c'est 2h30. Donc, vous imaginez qu'une vigile pascale, ça peut facilement durer 5-6 heures, avec des ornements magnifiques, très, très dorés. Le prêtre est couronné. Vous avez une multitude de servants. Vous avez une sorte d'étrange instrument qui s'appelle les ailes d'ange, qui remplacent les clochettes à la messe. Voilà, vous avez beaucoup de choses. Les prêtres sont vêtus de tenues somptueuses, chamarrées et brodées. Et donc voilà, tout ça c'est magnifique, et on devrait s'en inspirer en France. Merci beaucoup Corentin d'être passé chez nous. On rappelle que vous êtes chef de mission Arménie pour SOS Chrétiens d'Orient et que vous pouvez soutenir évidemment cette association en se rendant sur le site et puis aussi en partant, en devenant bénévole vous-même. Merci beaucoup Corentin.